Ok, on va commencer. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc on va commencer cette présentation débat sur le thème des transports. Alors on a choisi une image, enfin on a fait générer une image pour illustrer cette discussion et cette présentation. Alors la dame à droite n'est pas une policière, hein, mais bien une conductrice de bus. Nous ne voulions pas illustrer l'alliance des travailleurs des transports avec la police, mais bien l'alliance de tous les travailleurs et toutes les travailleuses des transports entre eux, et même peut-être plus largement, car aujourd'hui, le secteur des transports est en but à une grande opération, on peut dire, de division des travailleurs et des travailleuses, grande opération menée donc par l'État et le patronat du transport. Donc pour cette présentation, donc c'est Anthony à ma droite qui va débuter cette présentation, et Anthony qui est aiguilleur sur le triage de Ciblin, donc au sud de Lyon, une grosse plateforme de triage. Je lui laisse la parole. Ouais, et salut tout le monde. Du coup, ouverture à la concurrence, allotissement, voilà des termes que vous avez peut-être entendus ces dernières années. C'est en tout cas la forme que prend la politique du patronat du transport. Alors que ce soit dans le train que l'on prenne pour aller au travail, le réseau de transport en commun de votre ville ou encore les lignes de bus interurbaines, tous sont touchés par l'ouverture à la concurrence. Alors pourquoi les patrons mènent-ils cette politique ? Si vous êtes usager des transports en commun, vous avez bien remarqué que ce n'est pas pour baisser le prix des billets, ni pour améliorer les conditions de transport. Et c'est même d'ailleurs souvent l'inverse. En réalité, ce n'est pas un phénomène si récent que ça. Si on parle de la SNCF, cela fait des années que petit à petit, secteur après secteur, l'entreprise s'est retrouvée fragmentée en différentes sociétés et filiales, de plus en plus autonomes les unes des autres. On peut se demander pourquoi, aujourd'hui, le conducteur de votre TER n'est pas tout à fait dans la même entreprise que l'aiguilleur qui trace l'itinéraire de ce même train. Donc là, on vous a mis une image du groupe SNCF, un organigramme, tel qu'il est aujourd'hui, en fait. Donc vous voyez, il y a plusieurs... en fait, c'est une séparation par activité, beaucoup. Vous voyez SNCF Réseau qui s'occupe de l'infrastructure ferroviaire. Donc moi, par exemple, je suis salarié de SNCF Réseau en tant qu'aiguilleur du rail. Après, il y a SNCF Voyageurs, donc ça sera tout ce qui touche, comme son nom l'indique, aux voyageurs. Et vous avez aussi tout un tas de filiales, donc Keolis, donc Géodis, qui ne fait même pas du ferroviaire, qui fait du routier, et des entreprises de fret ferroviaire. Donc on vous en a mis quelques-unes, et vous voyez que beaucoup, en fait, appartiennent à la SNCF. Donc voilà, c'est un groupe qui a saucissonné pas mal de ses activités, mais qui est quand même assez énorme. Donc sur le terrain, comment se matérialise cette politique et quelles sont ses conséquences ? Donc sur le triage de Ciblin, comme on disait, en face de la raffinerie de Feyzin, la politique de la direction de la SNCF a décidé d'illustrer physiquement cette division en plusieurs filiales. Elle a fait cerner de portes blindées l'entièreté d'un poste d'aiguillage pour l'isoler des autres pièces du bâtiment dans lequel se trouvent des travailleurs du fret ferroviaire. Donc le but, c'est vraiment de couper les salariés de SNCF Réseau de tout lien, ne serait-ce que visuel, de leurs collègues qui travaillent au fret ferroviaire. Qu'importe que ce soit l'ensemble des cheminots qui contribuent à faire rouler les trains, des collègues se retrouvent subitement avec des murs les séparant les uns des autres. Ces barrières, elles symbolisent une politique bien plus large du patronat qui vise à isoler les travailleurs les uns des autres. L'idée, c'est de faire naître chez les travailleurs des différentes entreprises ferroviaires que s'ils ne bossent pas pour la même boîte, ils n'ont pas les mêmes intérêts à défendre. Encore une illustration à la SNCF, où la prime d'intéressement, donc qui est calculée en fonction des résultats du groupe, n'est pas la même selon son secteur d'activité dans l'entreprise. En clair, bien que l'ensemble des cheminots contribuent à faire tourner la boîte, un conducteur de train, donc de SNCF Voyageurs, ne touchera pas la même prime qu'un agent, par exemple, qui répare les infrastructures. Et malheureusement, ce genre de pratique atteint son but chez certains collègues qui regardent dans l'assiette du voisin, plutôt que regarder les bénéfices faramineux du groupe. Donc en 2024, la SNCF, c'était 1,6 milliard de bénéfices. Et il n'y a pas que dans le ferroviaire que l'on voit une telle politique se mettre en place. Vous l'avez peut-être suivi, mais cette année, le réseau TCL a subi un allotissement. En clair, c'est un découpage du réseau sur lequel plusieurs entreprises différentes peuvent se placer. C'est un système d'appel d'offres, et chaque entreprise essaye de récupérer l'exploitation de ces réseaux via des filiales qu'elle crée elle-même. Cet allotissement du réseau, ça a donné lieu à une séparation entre une partie bus et une partie métro et tram. L'appel d'offres sur les bus ça a été remporté par Keolis, donc comme on voyait au début du diapo, qui est une filiale de la SNCF, et celui des métros et des trams par la RATP, via une filiale. Voilà. Deux groupes différents qui vont se partager le gâteau sur le dos des travailleurs. Car pendant que quelques groupes capitalistes jouent au Monopoly, découpant les réseaux de transport,
Ce sont les travailleurs du secteur qui trinquent d'un côté et les voyageurs de l'autre. Car avoir un nouvel employeur, ça signifie pour les salariés une renégociation des contrats, donc un moyen pour le patronat d'attaquer les conditions de travail en les tirant vers le bas, et bien souvent cela n'améliore même pas les conditions de transport. Par ailleurs, l'ouverture à la concurrence, c'est un bon prétexte pour revenir régulièrement à la charge contre les salaires, les conditions de travail et surtout sur les emplois. En gros, les directions tentent de faire passer leurs attaques en menaçant d'une reprise par une boîte concurrente qui ne garantirait pas les conditions de travail. Donc c'est la magie du discours patronal. Pour maintenir ces conditions de travail, il faudra accepter de les voir dégradées. La dégradation des conditions de travail et l'intensification de l'exploitation, ça passe par des réorganisations qui sont toujours l'occasion de supprimer des postes et de reporter la charge de travail sur ceux qui restent. Rien qu'avec la filialisation de Fret SNCF, la boîte a supprimé 500 postes. Dans mon secteur, du coup celui de l'aiguillage, le poste dans lequel je travaille comptait 3 aiguilleurs en 3-8 il y a encore quelques années. Aujourd'hui, il n'en compte plus que 2, et un de ces désaiguilleurs a été mis à cheval sur un deuxième poste d'aiguillage, ce qui a permis de réduire le nombre total d'agents d'un seul coup et sur plusieurs endroits. C'est ainsi que ces entreprises cherchent à augmenter leurs profits, en faisant tourner ces réseaux avec toujours moins de personnel. Et le voilà le secret des milliards de bénéfices du groupe SNCF. Si ces entreprises utilisent l'ouverture à la concurrence pour dresser les travailleurs les uns aux autres, en réalité, elles sont peu nombreuses à participer au grand monopoly du transport. Sur la gare de triage de Vénissieux, donc pas loin d'ici aussi, une partie des voies ferrées a été rénovée récemment. Une partie de l'activité va y reprendre et profiter à Naviland, qui est une filiale de droit privé qui fait du fret ferroviaire. On présente alors aux travailleurs des autres entreprises de fret leurs collègues de Naviland comme des voleurs. Pourtant, Naviland, comme la quasi-totalité des entreprises de fret ferroviaire actives en France, est une filiale de la SNCF. Au milieu de tout ça, la politique des directions syndicales n'aide pas les travailleurs à y voir plus clair. Récemment, un tract de la CGT RATP, que vous pouvez admirer, critiquait de façon raciste la possibilité qu'une entreprise italienne récupère des lots exploités actuellement par la RATP, comme si les travailleurs italiens étaient des adversaires. Et le 18 mars 2025, sur sa page Facebook, la CGT des cheminots SNCF de Paris-Gare de Lyon dénonçait 30 millions d'euros d'aide publique à Trenitalia pour concurrencer la SNCF, je les cite, 30 millions d'euros d'aide publique à Trenitalia pour concurrencer la SNCF sur la ligne Marseille-Paris, nos impôts dans les poches d'une société italienne. Voilà, fin de citation. Comme si le problème des travailleurs et des usagers était que l'État vienne en aide à une entreprise ferroviaire française ou étrangère. On avait moins entendu d'ailleurs la CGT dénoncer l'arrivée de la SNCF en Espagne via la filiale Ouigo ou en Allemagne via Keolis, sa filiale aussi. Si la CGT cède aux sirènes du nationalisme, les travailleurs du rail, eux, n'ont aucune raison de défendre leur entreprise contre une autre. Ils ont au contraire tout intérêt à tisser des liens entre salariés des autres entreprises ferroviaires. Sur le chemin de fer comme ailleurs, les prolétaires n'ont pas de patrie. Les syndicats du transport adoptent souvent le langage corporatiste, voire nationaliste. Mais cette politique, elle désarme les travailleurs, car c'est leur proposer de se ranger derrière leur propre direction contre les travailleurs des autres entreprises. Et les patrons du transport ne peuvent pas rêver mieux, car c'est exactement ce qu'ils souhaitent. Heureusement, il reste des travailleurs qui refusent de se laisser prendre au jeu de la division. Alors un exemple parmi d'autres, à Pardieu, les salariés d'Itirémia, qui s'occupent de la prise en charge des personnes en situation de handicap et du service de consigne, dans la gare de Pardieu du coup, qui étaient des services auparavant sous-assurés par la SNCF, mais aujourd'hui sous-traités à des entreprises privées. Les salariés d'Itirémia Pardieu ont mené cet été des débrayages pour dénoncer le fait qu'ils n'avaient pas reçu de prime JO. Et c'est encore une belle illustration de division que veulent instaurer les patrons. Si les gares tournent, c'est bien par l'ensemble des travailleurs qui la composent, alors pourquoi tout le monde ne serait pas logé à la même enseigne? Et plutôt que de rester passifs face à cette lutte de collègues, les cheminots de la CGT Pardieu ont apporté leur soutien. Là, c'est une illustration de ce soutien qui a été fait, en rencontrant et en s'affichant, chasuble sur le dos, avec les grévistes devant leur agence. Alors que la SNCF et le patron d'Itirémia se renvoyaient la responsabilité des bas salaires pour balader les grévistes, afficher une solidarité entre travailleurs, peu importe le statut et l'employeur, avait de quoi inquiéter les directions des deux entreprises. Finalement, les salariés d'Itirémia ont obtenu une prime de 300 €, ainsi que l'embauche de 4 CDD en CDI. C'est une expérience modeste, mais qui montre la direction à suivre. C'est en tout cas ainsi que nous intervenons au quotidien, et particulièrement dans les luttes. On cherche toujours à faire en sorte que les travailleurs en appellent à d'autres, que les luttes ne restent pas isolées, mais se propagent par la prise d'un conscience que peu importe l'atelier, la ligne, la gare dans laquelle on bosse, peu importe le métier ou l'entreprise, les travailleurs partagent les mêmes intérêts et qu'ils sont plus forts quand ils les défendent tous ensemble. Si l'ouverture à la concurrence est une arme contre les travailleurs du secteur, elle se fait en réalité contre les intérêts de toute la population. Pour préparer la mise en œuvre de cette politique dans le fret ferroviaire, c'est un gouvernement de gauche, celui de Lionel Jospin, dont Mélenchon était membre, on rappelle, qui a signé en 1997 la séparation de la SNCF en deux.
Alors d'un côté est né le réseau ferré de France, le RFF, qui était chargé de l'entretien des infrastructures, et de l'autre, il y avait la SNCF qui assurait son exploitation. Cette séparation a accentué le besoin de rentabilité de la SNCF. Elle a demandé aux entreprises d'assurer à leurs frais l'entretien des voies qui les reliaient aux gares de triage. C'est ainsi que beaucoup d'entreprises ont abandonné le transport ferroviaire au profit des entreprises de transport routier, dont Géodis. Et la SNCF n'est pas perdante parce qu'on rappelle, Géodis est une filiale à 100% de la SNCF. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec des gares de triage largement sous-exploitées, avec de moins en moins de wagons. Si vous vous souvenez l'image au début du triage de Sublin, il n'y avait pas beaucoup de wagons sur les voies, alors que tout pourrait être opérationnel pour livrer plus de marchandises par le rail. Cet exemple illustre toute l'irrationalité du système capitaliste. Derrière les attaques contre les travailleurs, c'est une véritable anarchie qui en découle dans la gestion des transports. À l'heure où les enjeux écologiques sont énormes, où le changement climatique est une triste réalité, on pourrait penser, et à raison, qu'il y a urgence à développer les transports en commun. Mais le capitalisme, pris dans ses propres contradictions, ne raisonne pas selon les besoins de la planète et des populations, mais selon ses profits. Et c'est souvent un raisonnement à court terme, totalement inconséquent. Alors pour citer un nouvel petit exemple local, je vais parler de la ligne de chemin de fer de l'Est lyonnais. Créée à la fin du 19e siècle, cette ligne de chemin de fer de 72 km servait au transport des marchandises et permettait de livrer directement tout un tas d'entreprises. De plus, elle servait également au transport de voyageurs. Mais au fur et à mesure du XXe siècle, l'exploitation du réseau ferroviaire a été délaissée au profit de la route. On a mis des cars pour transporter les voyageurs et des camions pour transporter les marchandises. Bon, sans corporatisme ni rivalité avec les camarades du secteur routier, et il y en a, il est vrai qu'il y a là une aberration écologique et pratique. Surtout, le remplacement du train par des cars a en fait surtout profité à la voiture individuelle, car bien des voyageurs se sont rabattus tout simplement sur leur véhicule personnel pour circuler. Alors la ligne T3 du tramway lyonnais circule aujourd'hui sur une partie des voies de cette ancienne ligne des chemins de fer de l'Est lyonnais, et le reste de la ligne, qui n'est pas couvert par le T3, est encore aujourd'hui assuré par des autocars. Donc en clair, on fait rouler un tram là où des années auparavant, on avait arrêté d'y faire passer des trains. Et plutôt que d'exploiter la totalité des voies ferrées, on fait passer des cars sur le même itinéraire. Pourtant, en 2003, lorsque l'arrêt des chemins de fer de l'Est lyonnais a été acté, les problématiques liées au changement climatique étaient déjà connues. C'est donc consciemment qu'on a laissé se dégrader une ligne qui était fonctionnelle pour les voyageurs, comme pour le transport de marchandises. Cet exemple montre à quel point la société capitaliste ne prévoit jamais rien. Elle erre dans ses contradictions. À travers ce genre de choix, on peut même dire qu'elle freine le développement de toute la société. C'est cette même logique de gâchis capitaliste qu'on retrouve dans le secteur du fret ferroviaire. Oui, le capitalisme ne pourra jamais permettre de répondre aux enjeux écologiques, et c'est aussi une des raisons qui nous fait affirmer que c'est un système qui a fait son temps et qu'il faut le renverser. D'ailleurs, même quand les capitalistes essayent de résoudre une partie de leurs contradictions, ils ne peuvent le faire que partiellement, et c'est toujours en faisant payer les milieux populaires. La mise en place des ZFE illustre bien ça. Et à Lyon, on est en plein dedans. Certes, la pollution que génère le trafic routier des grandes métropoles est un véritable problème, et ça constitue un enjeu majeur de santé publique, puisque pour rappel, la pollution de l'air cause plus de 40 000 décès prématurés en France par an. L'État français porte une lourde responsabilité dans ce drame sanitaire. Pendant des décennies, l'État a poussé à l'achat de véhicules diesel, particulièrement polluants, notamment en surtaxant l'essence par rapport au gasoil. Il s'agissait alors d'avantager les constructeurs automobiles français qui, eux, étaient spécialisés dans ce type de moteur face à leurs concurrents internationaux. Et aujourd'hui, ce sont les travailleurs les plus pauvres qui sont pointés du doigt, accusés de rouler dans de vieux diesels trop polluants. Mais rien n'est proposé aux travailleurs qui n'ont pour la plupart pas les moyens de se payer une nouvelle voiture. Voiture dont ils ont besoin pour se rendre au boulot, puisqu'ils doivent s'éloigner toujours plus des centres urbains qui concentrent les emplois, mais où les loyers sont de plus en plus exorbitants. Aujourd'hui, dans bien des banlieues ou des périphéries, ce sont des milliers de personnes qui sont privées d'accès aux transports en commun. Dans des zones mal desservies, il n'est d'ailleurs pas rare de voir des habitants monter des collectifs pour réclamer la réouverture de la ligne de train ou l'augmentation de la fréquence des cars, comme on le voit là sur la petite image. Cela montre bien la préoccupation bien légitime d'une partie de la population, une partie réduite d'après l'image, mais quand même qui existe, à souhaiter se déplacer autrement qu'en voiture. Voilà, par exemple, sur la rive droite du Rhône, donc voilà, à Condrieu, sur la rive droite du Rhône, qui est en dessous de Givors, pour ceux qui voient, plus aucun train de voyageurs ne circule. Et pourtant, les bâtiments en gare existent encore et les voies sont aptes à faire circuler des trains, étant donné que des trains de marchandises y passent quotidiennement encore aujourd'hui. Pour réclamer le retour de trains de voyageurs sur cette ligne, il arrive que des rassemblements soient organisés entre usagers et cheminots. Et d'ailleurs, là, le rassemblement, on ne le voit pas, mais il y avait eu un soutien de syndicats cheminots, dont la CGT, il me semble.
Et bon, ce genre de liens peuvent être précieux entre travailleurs et usagers, qui sont eux aussi souvent des travailleurs par ailleurs. Même si les revendications de ce genre de rassemblement sont bien souvent limitées, elles montrent que les travailleurs pourraient se faire les représentants des intérêts de l'ensemble de la société. Et pour la suite, je vais passer la parole à Louis. Merci. Oui, on termine là-dessus en disant que les liens entre usagers et travailleurs peuvent être importants, et surtout en fait que quand les usagers en font appel à des cheminots, à des cheminots ou à des travailleurs des transports pour les soutenir dans leurs demandes, en fait, ils montrent un peu la voie. En fait, ils prennent un petit peu conscience que effectivement, c'est ces travailleurs qui pourraient un peu tout changer. Puisque dans les gares, les triages, les ateliers de maintenance, sur les lignes de tram et de bus, de partout, en fait, les travailleurs voient le gâchis et les aberrations causées par la gestion capitaliste de ce secteur. Et c'est justement donc parce qu'ils sont au cœur de ce système qu'ils subissent, qu'ils sont aussi les seuls à pouvoir le transformer. Alors pour comprendre cette capacité à tout réorganiser, je vais reprendre l'expérience racontée par un camarade du NPA révolutionnaire, Clément Soubise, qui est aiguilleur dans la région de Strasbourg. Donc là-bas, l'État, la métropole de Strasbourg et la région avaient un beau projet de réseau express métropolitain, un genre de RER de province. Alors je dis beau projet sans ironie. Il s'agissait de faire rouler 1000 trains de plus par semaine pour augmenter les cadences de circulation. Ce nouveau réseau a été lancé fin 2022. Le problème, c'est que pour faire rouler 1000 trains en plus, il aurait fallu investir. Ce que le patronat local n'était pas prêt à faire, bien sûr, et peu importe si la grande majorité des usagers utilisent le réseau express métropolitain pour se rendre au boulot. Et de son côté, la SNCF a voulu faire croire qu'il serait possible de faire rouler 20% de trains en plus sans recruter. Peu importe si avant le lancement du projet, déjà 80 trains par jour étaient supprimés, faute d'effectifs. Alors, pour les cheminots, faire plus alors qu'ils étaient déjà en sous-effectif, c'était évidemment se voir imposer des cadences infernales. Ils ont donc organisé 3 jours de grève à l'occasion desquels ils se sont retrouvés en AG, tous métiers confondus. Et donc là, notre camarade Clément Soubise raconte, je le cite, « On a discuté du REM », donc le REM c'est ce réseau métropolitain. Donc on a discuté du REM, de son impact dans nos boulots et de ce qu'il nous manquerait pour en faire quelque chose de bien. Il y avait des agents de maintenance qui étaient capables de dire combien de rames manquaient. Des travailleurs de l'aiguillage qui savaient exactement où il manquait une voie ou une aiguille. Des mécaniciens qui savaient pour chaque type de train combien de temps est nécessaire entre une arrivée et un départ. Ils savaient tout cela bien mieux que n'importe quel cadre dirigeant de la SNCF. On a aussi pris contact avec des associations d'usagers qui, de leur côté, trouvaient les failles dans le plan de transport bien mieux que n'importe quel élu de la région ou de la ville. Quand on a mis bout à bout toutes ces analyses, on est arrivé à une critique du projet qui était bien plus sérieuse, concrète et étayée que le projet lui-même. C'est tout à fait normal. Qui est plus spécialiste du chemin de fer qu'un cheminot? Qui comprend mieux le plan de transport qu'un usager? Fin de citation. Alors je pense que cette expérience, en fait, on l'a tous déjà faite à notre façon. Voir nos chefs tout désorganisés ou se rendre compte qu'on est capable de trouver des solutions bien mieux adaptées pour faire correctement notre travail. Alors oui, pour nous, les travailleurs ont le pouvoir de tout changer. Et ça tombe bien parce que penser une organisation de nos déplacements est impossible sans revoir l'organisation tout entière de la société. L'organisation du transport doit être pensée en lien avec la localisation des activités. Aujourd'hui, c'est l'anarchie capitaliste qui règne et la production et les populations se concentrent dans des métropoles surchargées, tandis que des zones entières sont désertées. Une telle société, organisée par les travailleurs pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population sans détruire notre environnement, porte un nom, c'est une société communiste. Et elle n'a rien d'utopique. Tous les moyens techniques et toutes les compétences sont là pour la mettre en place. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le facteur subjectif, la conscience des travailleurs de leur capacité à renverser la table pour tout réorganiser. Une telle conscience ne peut pas apparaître du jour au lendemain. Elle se construit à chaque fois que les travailleurs osent dire non à leur patron, à chaque fois qu'ils s'organisent pour faire valoir leurs intérêts et montrent leur force collective. En tant que révolutionnaires, c'est dans ce sens que nous militons dès aujourd'hui. Il s'agit de saisir chaque occasion pour que les travailleurs rompent l'isolement dans lequel souhaite nous maintenir le patronat. Et dans cette lutte, on se heurte souvent au poids des mauvaises habitudes et des bureaucraties syndicales. Un seul exemple pour bien comprendre. Chez les travailleurs du rail, le salaire est en grande partie composé de primes qui diffèrent selon le métier ou l'entreprise. Par exemple, les conducteurs touchent une prime traction, non négligeable dans leur rémunération. Le calcul de cette prime est une vraie usine à gaz, à tel point que même la direction propose aujourd'hui de réorganiser son calcul.
La CGT a sauté sur l'occasion pour proposer son mode de calcul censé avantager les cheminots et leur assurer une meilleure rémunération à la fin du mois. Mais premièrement, il n'y a aucune illusion à avoir. La boîte ne lâchera rien si les conducteurs ne se mobilisent pas. Deuxièmement, le problème des bas salaires concerne tous les métiers et toutes les filiales de la SNCF. Les mécanos pourraient trouver des alliés de poids chez tous leurs collègues du secteur. Mais se cantonner à demander un calcul avantageux d'une prime spécifique à son métier, c'est se priver de la capacité d'entraîner les aiguilleurs, les contrôleurs, les agents de maintenance, etc. Ce qu'il faut, c'est revendiquer l'intégration de toutes les primes au salaire et l'augmentation de ces derniers. De même, le sous-effectif et les cadences infernales sont des problèmes qui touchent tous les travailleurs des transports. Et sur tel ou tel chantier, telle ou telle ligne, les luttes pour réclamer des embauches ne manquent pas, mais elles restent toujours isolées les unes des autres. Dans de telles bagarres, les travailleurs conscients doivent se donner pour tâche de s'adresser à d'autres, de les entraîner. Rien ne fait plus peur à un patron que l'extension d'un conflit. Il y aurait encore plein d'exemples à donner de ce que les travailleurs peuvent faire pour rompre l'isolement et prendre conscience de leurs forces, et peut-être que vous aurez vos expériences à raconter. Donc on laissera peut-être ça à la discussion. Pour le moment, je vais conclure en disant que le chemin jusqu'à la révolution communiste est sans doute encore long, mais en tout cas, au NPA révolutionnaire, on a une boussole et on sait dans quelle direction aller. Voilà, donc je pense que vous commencez à en avoir l'habitude maintenant. On va ouvrir une petite discussion. On a, je pense, une bonne demi-heure là pour échanger ensemble.